Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant perdu, sans direction, avec cette impression tenace que les jours défilent sans que rien ne change dans votre vie. Peut-être ouvrez-vous les yeux chaque matin en vous demandant « Pourquoi est-ce que je travaille si dur pour me retrouver toujours au même point ?» ou « Pourquoi l'argent ne semble-t-il jamais suffisant ?» ou même « Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi ?» Mais écoutez attentivement maintenant, car il existe une loi divine qui ne faillit jamais. Et lorsque vous apprenez à la maîtriser dès les premières heures de votre journée, votre vie commence à se transformer presque instantanément. J'en ai été témoin d'innombrables fois, chez des hommes démunis devenus millionnaires et chez des hommes brillants qui se sont autodétruits, simplement en ignorant le pouvoir de ces premières décisions matinales. Lorsque vous vous réveillez avant même d'ouvrir les yeux, quelque chose de décisif s'agite déjà en vous. La plupart des gens négligent cela, mais j'ai passé des décennies à observer des hommes et des femmes ordinaires se transformer ou se détruire à cause de ce moment précis. C'est l'instant où votre esprit n'est pas encore accaparé par le monde extérieur. Il n'a pas encore été contaminé par les factures, les nouvelles, les exigences ou les comparaisons. Dans cet intervalle silencieux, votre subconscient est ouvert, réceptif, vulnérable et obéissant. Il accepte les ordres sans résistance. Et la question que presque personne ne pose est « Quel ordre lui donnez-vous chaque matin ?» Peut-être, sans vous en rendre compte, vous réveillez-vous avec une pensée d'inquiétude automatique. Quelque chose comme « Ce sera encore une journée difficile » ou « Je ne sais pas comment je vais payer cela » ou même « Ma vie ne change jamais ». Cette pensée semble insignifiante, presque inoffensive, mais elle fonctionne comme un ordre direct. J'en ai été témoin d'innombrables fois. Des personnes intelligentes, travailleuses, honnêtes, qui répétaient le même schéma de pensée au réveil et, curieusement, obtenaient toujours les mêmes résultats. Non pas parce que le monde conspirait contre elles, mais parce que leur propre esprit conspirait en silence. Quand j'ai écrit que les pensées dominantes ont tendance à se matérialiser, je ne parlais pas de poésie ou de philosophie abstraite. Je décrivais un mécanisme réel. La première pensée du jour crée le climat émotionnel qui gouvernera vos décisions. Et les décisions façonnent les actions. Les actions répétées façonnent les habitudes construisent les destins. Tout commence là, dans cet instant où vous êtes encore allongé, respirant, les yeux fermés. Il y a eu une période dans ma vie où je me réveillais avec un poids qui semblait physique. Ce n'était pas seulement une anxiété financière, c'était un sentiment d'inadéquation, comme si je courais constamment après quelque chose que je ne pouvais jamais atteindre. Je me levais déjà fatigué, et pendant longtemps j'ai cru que c'était normal, jusqu'à ce que je réalise que ma journée était décidée avant même d'avoir commencé. Je cédais le contrôle de mon esprit à la peur dès ces toutes premières secondes. C'est durant cette période que j'ai saisi quelque chose qui a complètement changé ma trajectoire. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la journée vous donne des raisons de croire. Vous devez décider de croire à l'avance. La véritable espérance ne naît pas des circonstances, elle naît d'un choix interne. Il existe une loi qui régit cela, une loi aussi précise que la gravité, et elle ne faillit jamais. Lorsque vous plantez une idée avec suffisamment d'émotion dans votre subconscient, il commence à travailler sans relâche pour en faire une réalité, non pas par magie, mais par direction. Il commence à filtrer le monde en fonction de ce que vous avez accepté comme vérité. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même réalité externe et obtenir des résultats complètement différents. L'une se réveille en se sentant victime de la journée à venir. L'autre se réveille en se sentant responsable de ce qui est sur le point de se produire. La différence ne réside pas dans le talent, la chance ou l'origine. Elle est dans le premier ordre mental. Ceux qui se réveillent en réagissant vivent en réagissant. Ceux qui se réveillent en choisissant commencent à diriger. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de réaliser combien de fois vous avez commencé la journée vaincu avant même que quoi que ce soit ne se produise. Combien de fois vous êtes-vous réveillé fatigué d'une journée qui n'a même pas commencé? Ce n'est pas de la paresse, c'est un conditionnement. C'est la répétition inconsciente de pensées acceptées comme vérité au fil des ans. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été conditionné peut être reconditionné. Le subconscient ne discute pas, n'analyse pas, ne questionne pas. Il accepte, il exécute, il transforme la pensée en comportement.
C'est pourquoi, dans les tout premiers instants du matin, lorsque votre esprit n'est pas encore pleinement éveillé au monde extérieur, vous avez une opportunité rare. Dans cet état, vous pouvez introduire une nouvelle idée de vous-même, une idée plus élevée, une idée plus ferme, une idée alignée avec la personne que vous aspirez à devenir, et non avec celle que vous étiez jusqu'à hier. Lorsque j'ai commencé à faire cela consciemment, quelque chose de curieux s'est produit. Les circonstances extérieures n'ont pas changé du jour au lendemain. Les factures étaient toujours là, les défis aussi, mais j'ai changé ma façon d'aborder la journée. Et cela a modifié mes décisions. J'ai commencé à agir avec plus de clarté, plus de cohérence, moins de désespoir. Et petit à petit, les résultats ont commencé à refléter ce changement interne. Ce ne fut pas immédiat, mais c'était inévitable. Il y a une différence profonde entre souhaiter une bonne journée et décider de se comporter comme quelqu'un qui construit de bonnes journées. La plupart souhaitent, peu décident. Souhaiter est passif, décider est actif. Et le subconscient répond à l'autorité, non à la supplication. Lorsque vous vous réveillez et laissez la peur être la première pensée, vous dites à votre esprit « Prépare-toi à te défendre ». Lorsque vous vous réveillez et choisissez une pensée de direction, vous dites « Prépare-toi à construire ». Demandez-vous honnêtement, quel genre de personne avez-vous été durant ces premières minutes du matin? Quelqu'un qui attend ou quelqu'un qui définit? Parce que vous le réalisiez ou non, ce petit instant façonne silencieusement toute votre vie. Une fois que vous prenez le contrôle de cette première pensée, il y a une deuxième étape que presque personne ne comprend, mais qui sépare définitivement ceux qui mènent leur propre vie de ceux qui passent toute la journée à réagir. Avant que le monde ne vous parle, avant que quiconque n'impose une urgence, une opinion ou un problème, vous devez prendre une décision interne. Pas une décision vague, pas un souhait timide, mais une décision ferme sur la personne que vous serez ce jour-là. La plupart des gens se réveillent et abandonnent leur identité au hasard. Ils se lèvent en espérant que quelque chose se produira pour pouvoir ensuite décider comment se sentir. S'ils reçoivent une bonne nouvelle, ils deviennent confiants. S'ils reçoivent une exigence, ils se recroquevillent. Si quelqu'un les critique, ils doutent d'eux-mêmes. C'est vivre sans gouvernance interne. C'est permettre à l'environnement de dicter votre valeur, votre humeur et vos performances. J'ai observé cela pendant des décennies en étudiant des hommes ordinaires et des hommes extraordinaires. Le schéma était toujours le même. Ceux qui prospéraient décidaient en premier. Ceux qui échouaient attendaient. Lorsque j'ai interagi avec Andrew Carnegie, une chose m'a profondément marqué. Il ne commençait pas sa journée en se demandant ce que le monde attendait de lui. Il commençait par définir ce qu'il attendait de lui-même. Cette différence est subtile, mais puissante. Ceux qui interrogent le monde vivent dans un état de soumission. Ceux qui se positionnent intérieurement vivent dans un état de commandement. Et ce qui est curieux, c'est que le monde réagit différemment à ceux qui se présentent avec une décision interne. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Il y a eu une période dans ma vie où je me sentais constamment sous pression. Chaque conversation ressemblait à un test. Chaque réunion ressemblait à une menace. J'entrais dans les pièces en m'attendant déjà à de la résistance, à être rejeté. Et par conséquent, je parlais moins. Je me surexpliquais et j'acceptais des conditions qui ne reflétaient pas ma valeur. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que le problème ne venait pas des autres, mais de l'absence d'une décision silencieuse en moi-même. J'abordais mes journées sans définir qui j'étais avant d'être défini par les autres. La décision interne n'a pas besoin d'être exprimée à qui que ce soit. Elle n'a pas besoin d'un public. Elle se produit en silence, mais elle change tout. C'est le moment où vous établissez la norme minimale que vous accepterez. C'est lorsque vous décidez quel type de comportement ne sera plus toléré, ni de la part des autres, ni de la vôtre. Sans cette décision, vous passez toute votre journée à éteindre des feux émotionnels. Avec elle, vous commencez à filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui ne justifie même pas une réponse. Beaucoup de gens ont peur de décider tôt, parce qu'ils confondent décision et rigidité. Ils pensent que décider, c'est se fermer. En réalité, décider, c'est se protéger. C'est créer une base émotionnelle stable, afin que le chaos extérieur ne vous entraîne pas vers le bas. Les recherches modernes sur la fatigue décisionnelle montrent que plus une personne fait de choix émotionnels tout au long de la journée, moins sa capacité de réflexion claire diminue.
Les individus les plus productifs et les plus performants minimisent les décisions inutiles. Ils abordent déjà la journée avec une direction définie. C'est pourquoi ceux qui décident tôt paraissent plus confiants, plus calmes, plus résolus. Non pas parce qu'ils ont moins de problèmes, mais parce qu'ils ne dépensent pas d'énergie à remettre en question leur propre identité à chaque obstacle. Lorsque vous ne décidez pas qui vous êtes, chaque revers devient une crise personnelle. Lorsque vous décidez, le problème devient simplement un problème, pas une menace pour votre valeur. J'ai vu des hommes talentueux se perdre précisément ici, des personnes brillantes qui avaient des idées, une vision et des capacités, mais qui se réveillaient chaque jour émotionnellement disponibles aux doutes des autres. Il suffisait que quelqu'un les questionne pour qu'ils reculent, il suffisait d'une critique pour qu'ils changent de cap. Ils n'ont pas échoué par manque d'intelligence, mais par manque de décision interne. Ils n'ont jamais assumé l'autorité sur eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément libérateur à se réveiller et à donner le ton de sa propre journée avant qu'une voix extérieure ne tente de l'occuper. C'est à ce moment-là que vous cessez de demander la permission d'exister. Vous ne vous réveillez plus en vous demandant si les choses vont fonctionner. Vous vous réveillez déterminé à agir comme quelqu'un qui fait en sorte que les choses fonctionnent. Ce changement ne promet pas une vie exempte de défis, mais il garantit quelque chose de bien plus précieux, une stabilité émotionnelle face à ceux-ci. La vie met à l'épreuve ceux qui ne prennent pas de décision. Elle pousse, provoque et déconcerte, non par cruauté, mais par une loi fondamentale. Ceux qui n'assument pas la direction seront dirigés. Ceux qui ne choisissent pas seront choisis. Lorsque vous saisissez cela, vous commencez à réaliser que la vraie force ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances, mais dans la décision précoce de la personne que vous souhaitez incarner chaque jour. Et une fois cette version de vous-même déterminée, le monde commence peu à peu à s'ordonner. Un conflit silencieux régit la vie financière de la plupart des gens et presque personne ne le remarque. Ce n'est ni un manque d'opportunité, ni une absence de talent et certainement pas la malchance. C'est une lutte intérieure entre le désir de prospérité et le sentiment de ne pas la mériter. Beaucoup prétendent vouloir de l'argent, mais au fond, ils nourrissent de la culpabilité, de la peur ou de la méfiance à son égard. Et l'esprit n'exécute pas les désirs qui entrent en conflit avec des croyances profondes. Il sabote. J'ai observé cela à maintes reprises, en étudiant à la fois des individus fortunés et ceux qui n'ont jamais réussi à se libérer de leur situation. Ceux qui ont prospéré ne percevaient pas l'argent comme quelque chose de sale, de périlleux ou d'inaccessible. Ils considéraient l'argent comme une conséquence naturelle de la valeur qu'ils apportaient. À l'inverse, d'autres se levaient chaque jour avec le désir de gagner plus, tout en se sentant trop insignifiants pour le recevoir. Cette contradiction interne est fatale. Le subconscient l'emporte invariablement sur le désir conscient. Durant une phase difficile de ma vie, je me suis trouvé précisément à ce carrefour. Je parlais de succès, écrivais sur la richesse, mais manquais intérieurement de clarté quant à ma propre valeur. Je désirais la prospérité, mais n'avais pas défini précisément ce que j'offrirais en retour. Sans cette définition, mon esprit restait confus. Le désir sans clarté engendre la frustration. Une frustration constante mène à une résignation silencieuse. C'est alors que j'ai saisi un concept qui est devenu la pierre angulaire de mon travail. Le mental a besoin de chiffres précis, d'une direction claire et d'un but défini. L'univers ne répond pas aux demandes vagues. Lorsque quelqu'un déclare « je veux gagner plus d'argent », ce n'est pas un ordre, c'est simplement une plainte polie. Il n'y a pas de concentration, pas d'objectif quantifiable, pas de responsabilisation. Cependant, lorsqu'un individu expose précisément combien il a l'intention de recevoir, pour quand et pour quel service, quelque chose se transforme intérieurement. L'esprit commence alors à fonctionner avec précision. J'ai commencé à écrire chaque matin, avec stylo et papier, non pas comme un rituel symbolique, mais comme un exercice d'alignement mental. Je notais la somme exacte que je visais à recevoir, le délai, et de manière cruciale comment je servirais au mieux les gens pour mériter ce retour. En faisant cela, j'ai ressenti un changement distinct. La peur diminuait. L'anxiété cédait la place à un sentiment de responsabilité. Car lorsque vous définissez clairement ce que vous allez apporter, l'argent cesse d'être un mystère et devient une conséquence naturelle. Beaucoup de gens évitent cet exercice car il révèle une vérité inconfortable. Ils désirent recevoir plus qu'ils ne sont prêts à donner.
Et l'esprit le sait. C'est pourquoi il se fige. C'est pourquoi il procrastine. C'est pourquoi il fabrique des excuses. Lorsque vous écrivez honnêtement la valeur que vous recherchez et que vous la liez à un service clair, votre esprit cesse de vous combattre. Il comprend qu'un échange équitable existe. Et là où il y a un échange équitable, il n'y a pas de culpabilité. Des études modernes confirment quelque chose que j'avais déjà observé intuitivement. Écrire vos objectifs à la main active les régions cérébrales liées à la mémoire profonde, à l'engagement et à l'exécution. Ce n'est pas la même chose que de taper sur un clavier. L'écriture manuelle forge un lien émotionnel avec l'idée. Chaque mot inscrit sert de contrat silencieux avec soi-même. L'esprit y voit une intention sérieuse, non une lubie passagère. J'ai vu des individus transformer complètement leur relation à l'argent après avoir adopté cette habitude. Ils ont cessé de supplier et ont commencé à se positionner. Ils ont arrêté d'attendre et ont commencé à se préparer. La clarté a apporté quelque chose d'encore plus précieux que l'argent, la tranquillité d'esprit. Car lorsque vous savez précisément ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à donner en retour, le doute perd son pouvoir. Il y a aussi une dimension spirituelle profonde à ce processus. La prospérité n'est pas une question d'accumulation, c'est une question de circulation. Lorsque vous comprenez que l'argent circule vers ceux qui résolvent des problèmes, améliorent des vies et apportent une valeur authentique, la rareté perd son emprise sur votre esprit. Vous cessez de vous sentir comme un suppliant face au monde et commencez à vous percevoir comme un participant actif à la création de valeur. Demandez-vous honnêtement, avez-vous été clair avec la vie ou simplement plein d'espoir? Car l'espoir sans direction n'est qu'une attente prolongée. La clarté, en revanche, contraint l'esprit à agir. Elle transforme l'argent d'un souhait lointain en un résultat logique. Et lorsque cela se produit, quelque chose se réaligne intérieurement. Vous ne faites pas que vouloir prospérer. Vous commencez à vous sentir digne de prospérer. Il y a une vérité que beaucoup négligent parce qu'elle semble trop simple, et pourtant, elle détermine silencieusement le niveau de succès qu'une personne atteint. Le corps arrive toujours avant l'esprit. Avant que vous ne pensiez clairement, avant que vous ne ressentiez de la confiance ou de la peur, votre corps envoie déjà des signaux constants à votre subconscient sur qui est aux commandes. Et ces signaux façonnent vos émotions, vos décisions et inévitablement vos résultats. La plupart des gens se réveillent et laissent leur corps dans un état de repli. Épaules voûtées, respiration superficielle, mouvements léthargiques. Cet état physique communique un message très clair au système nerveux. Danger, rareté, survie. Lorsque cela se produit, l'esprit passe automatiquement en mode défensif. Le raisonnement devient limité, la créativité s'estompe, la peur gagne du terrain. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est la chimie du corps qui dicte le comportement. J'ai observé ce schéma à maintes reprises en étudiant des hommes qui ont bâti des empires. Ils ne se sont pas réveillés en se sentant puissants par hasard, ils induisaient cet état. Henry Ford, par exemple, maintenait une posture physique ferme même pendant les périodes les plus difficiles, y compris lorsque son entreprise était tournée en ridicule. Cette posture n'était pas de la vanité, c'était une stratégie. Son corps soutenait sa conviction interne jusqu'à ce que les résultats externes la confirment. Il y eut un temps dans ma vie où j'ai moi-même négligé ce principe. Je me réveillais fatigué, émotionnellement lourd, et mon corps en était le reflet. Même lorsque j'essayais de penser positivement, quelque chose clochait. C'est alors que j'ai compris qu'il est inutile d'essayer d'élever l'esprit si le corps continue de communiquer la défaite. L'esprit écoute le corps. Toujours. Lorsque j'ai délibérément commencé à changer ma posture au réveil, quelque chose d'intriguant s'est produit. En redressant mes épaules, en respirant profondément et en occupant plus d'espace, mon esprit a commencé à réagir différemment. Je me sentais plus présent, plus résolu, moins réactif. Aujourd'hui, la science explique cela par la biochimie. Certains schémas corporels élèvent les hormones associées à la confiance et réduisent celles liées au stress. À l'époque, j'observais simplement l'effet pratique. Le corps agit comme un interrupteur émotionnel. Si vous vous déplacez comme quelqu'un de vaincu, votre cerveau produira des pensées cohérentes avec la défaite. Si vous vous déplacez comme quelqu'un qui a accompli quelque chose de significatif, même si ce n'est pas encore le cas, le cerveau commence à ajuster sa perception pour maintenir cet état. Ce n'est pas une simulation,
c'est un alignement interne. Le corps enseigne à l'esprit quelle histoire raconter. Beaucoup de gens croient à tort qu'ils doivent se sentir en confiance avant de pouvoir agir avec confiance. C'est une idée fausse courante. La séquence correcte est l'inverse. Vous agissez comme quelqu'un de confiant et le sentiment suit. Attendre la bonne émotion est un piège courant qui maintient les gens liés par l'inertie. La discipline corporelle précède la conviction émotionnelle. J'ai observé cela clairement en regardant des leaders en temps de crise. Ceux qui maintenaient une présence physique inébranlable transmettèrent la sécurité même sans réponse immédiate. Et cette sécurité favorisait la coopération, le respect et le temps nécessaire pour trouver des solutions. À l'inverse, ceux qui laissaient à leur corps exprimer la peur contaminaient tout l'environnement. Le corps parle avant les mots. Il y a aussi une dimension spirituelle profonde à cela. Le corps est l'instrument par lequel l'esprit s'exprime dans le monde physique. Lorsque vous négligez cet instrument, vous créez une déconnexion interne. Lorsque vous l'honorez, vous favorisez la cohérence. Et la cohérence est pouvoir. Un esprit aligné avec un corps confiant génère une présence qui influence sans effort. Demandez-vous honnêtement, comment présentez-vous votre corps au monde dès le matin? Comme quelqu'un qui cherche la permission d'exister ou quelqu'un qui impose naturellement sa présence? Cette réponse définit bien plus que la simple apparence. Elle dicte la manière dont les opportunités vous percevront, comment les gens réagiront et surtout, comment vous vous sentirez face aux défis. Lorsque le corps croit, l'esprit emboîte le pas. Et lorsque les deux sont alignés, l'action devient plus fluide, plus ferme, plus efficace. Ne sous-estimez pas ce principe. Beaucoup essaient de changer leur vie par la seule pensée, mais oublient que la pensée a besoin d'un corps pour la soutenir. Et tout cela commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous décidez, même en silence, comment vous allez vous mouvoir dans le monde. Peu de gens réalisent à quel point l'environnement des premières heures façonne silencieusement la personne qu'ils deviennent. L'esprit humain n'est pas une forteresse isolée. Il est perméable, impressionnable, absorbant. Tout ce qui entre en contact avec lui dès le matin rencontre moins de résistance. C'est pourquoi ceux qui contrôlent leur environnement contrôlent leur état mental. Et ceux qui ne le font pas finissent par être contrôlés. La plupart des gens se réveillent et s'exposent immédiatement à la cacophonie du monde. Des nouvelles saturées de peur, des messages exigeants, des comparaisons sociales se faisant passer pour du divertissement. Ils qualifient cela d'information, mais ce qu'ils consomment réellement, c'est de la programmation émotionnelle. En quelques minutes, l'esprit est déjà souillé par l'urgence, l'anxiété et le sentiment de manque. Ensuite, on tente de passer le reste de la journée à être productif, confiant et concentré. C'est une bataille perdue d'avance. J'ai vu des hommes incroyablement capables échouer, non par manque de discipline ou d'intelligence, mais parce qu'ils ont négligé ce point précis. Ils avaient même de bonnes intentions, mais ont laissé des voies extérieures occuper l'espace qui aurait dû être réservé à leur construction intérieure. L'esprit, lorsqu'il est exposé trop tôt au chaos, entre en mode défensif. Et un esprit défensif ne crée pas, il se contente de réagir. Dans Ruse avec le diable, j'ai décrit cet état comme l'aliénation. Des personnes qui vivent à la merci de leur environnement, absorbant des idées, des peurs et des croyances qu'elles n'ont pas choisies consciemment. Elles se réveillent déjà en retard, non pas selon l'horloge, mais dans leur identité même. Avant même qu'elles ne décident qui elles sont ce jour-là, quelqu'un d'autre a déjà décidé pour elles. Il y a eu une période de ma vie où j'ai dû faire un choix difficile. J'ai réalisé que certaines conversations, certaines habitudes matinales et même certaines personnes vidèrent ma clarté avant que la journée ne commence réellement. Ce n'était pas de la malveillance, c'était de l'influence. L'exposition constante aux plaintes, à l'incrédulité et à la négativité sapait ma capacité à voir grand. Et tant que je le permettais, mes résultats reflétaient précisément cet état interne. Quand j'ai commencé à protéger délibérément mes matinées, quelque chose a changé. Il ne s'agissait pas d'isolement, mais de priorité. Avant d'écouter le monde, j'avais besoin de m'écouter. Avant d'absorber les problèmes des autres, j'avais besoin de renforcer ma propre direction. Ce changement a apporté une constance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les mêmes difficultés existaient, mais elles ne me désorganisaient plus intérieurement. La recherche moderne montre que le cerveau, dans les premières heures après le réveil, présente une sensibilité émotionnelle accrue.
Ce que l'on consomme pendant cette période a tendance à influencer notre humeur, notre prise de décision, et même notre perception du risque tout au long de la journée. En termes simples, une personne qui commence sa journée exposée à la peur passe toute la journée à voir des menaces. Une personne qui commence sa journée en cultivant la clarté commence à voir des opportunités. L'environnement n'est pas seulement physique. Il est auditif, visuel, émotionnel. Une conversation pessimiste tôt le matin peut être plus néfaste qu'une erreur commise l'après-midi. Une opinion négative absorbée au début de la journée peut compromettre des décisions importantes plusieurs heures plus tard. C'est pourquoi les personnes qui réussissent sont sélectives, non par arrogance, mais pour leur survie mentale. Il y a un principe spirituel profond là-dedans. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit se transforme en une graine. Et chaque graine, tôt ou tard, pousse. Si vous semez la peur, vous récolterez la paralysie. Si vous semez le doute, vous récolterez l'hésitation. Si vous semez la clarté, vous récolterez la direction. Le matin est la terre la plus fertile de la journée. Ce que vous y plantez définit la récolte. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent être disponibles pour tout le monde tôt, comme preuve de responsabilité. En réalité, cette disponibilité précoce est souvent un manque de limites. Ceux qui n'établissent pas de limites mentales tôt passent toute la journée à éteindre des feux émotionnels. Tandis que ceux qui protègent leur propre esprit le matin entrent dans le monde avec une énergie stable et une présence ferme. Demandez-vous sincèrement, avez-vous permis au monde d'envahir votre esprit avant qu'il ne soit préparé? Ou avez-vous créé un espace de renforcement interne avant de vous exposer? Ce choix, bien qu'il puisse sembler minime, décide qui influence et qui est influencé, qui mène et qui se contente de suivre. L'esprit fraîchement éveillé est comme une maison aux portes ouvertes. Si vous ne choisissez pas qui entre, n'importe qui entre. Et il est alors beaucoup plus difficile de restaurer l'ordre. Ceux qui comprennent cela transforment la matinée en un bouclier invisible. Et ce bouclier ne repousse pas les opportunités. Il bloque seulement ce qui affaiblit. C'est ainsi que la cohérence, la clarté et la force mentale se construisent avec le temps. Une fois que l'esprit a été aligné, le corps éveillé et l'environnement protégé, il y a un point décisif qui détermine si tout cela sera juste une expérience émotionnelle agréable ou le véritable début d'une transformation concrète. Ce point est l'action immédiate. Sans elle, même la meilleure pensée se dissout. J'ai appris cela en observant des centaines d'histoires de succès et d'échecs, et aussi en l'apprenant à la dure dans ma propre vie. Il y a une illusion dangereuse qui piège beaucoup de personnes bien intentionnées. Elles ressentent l'inspiration, la clarté, même l'enthousiasme, et croient que c'est déjà un progrès. Ce n'est pas le cas. Ce n'est que de la préparation. La préparation n'a de valeur que lorsqu'elle mène directement à l'action. Autrement, elle se transforme en une forme sophistiquée de procrastination. L'esprit aime cela, car cela donne la sensation d'avancement sans le risque d'un réel effort. J'ai vu des hommes brillants rester bloqués précisément à ce stade. Ils lisaient, planifiaient, visualisaient, mais reportaient l'étape concrète. Il y avait toujours un « plus tard », un « quand je serai plus préparé », un « demain, je commencerai vraiment ». Et pendant ce temps, les jours passaient. Le temps ne pardonne pas à ceux qui reportent leur propre grandeur. Il y a eu un moment dans mon parcours où j'avais une opportunité claire devant moi. Je savais ce qu'il fallait faire, j'avais mes idées organisées, mais j'ai hésité. Non par manque de connaissances, mais par peur. Peur de faire des erreurs, d'être jugé, d'échouer publiquement. Cette hésitation m'a coûté du temps, de l'argent et de la confiance. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. L'action n'élimine pas la peur, elle la dissout. La peur n'existe que tant que l'action n'a pas commencé. Dans « Réfléchissez et devenez riche », j'ai clairement consigné ceci. La richesse favorise ceux qui décident rapidement et changent lentement. La vraie décision n'est complète que lorsqu'elle se transforme en mouvement. La pensée sans action n'est que de l'imagination. La foi sans œuvre n'est qu'un espoir vide. La vie répond au mouvement, pas à l'intention. La plupart des gens attendent de se sentir en sécurité avant d'agir. Mais la sécurité n'apparaît qu'après le premier pas, jamais avant. Lorsque vous agissez rapidement sur une idée alignée, vous créez un cycle puissant. L'action génère des résultats. Les résultats génèrent la confiance. La confiance génère plus d'action. Et ce cycle, une fois initié, s'auto-entretient.
Des études modernes sur le comportement humain montrent que plus le temps entre la décision et l'action est long, plus les chances d'abandonner sont grandes. Le cerveau rationnel commence à inventer des justifications, à exagérer les risques et à créer des scénarios négatifs. L'action immédiate prévient cet auto-sabotage. Elle coupe le dialogue interne avant qu'il ne devienne un obstacle. Il y a aussi un aspect spirituel profond à l'action. Le mouvement démontre l'engagement. Lorsque vous agissez, même imparfaitement, vous envoyez un signal clair que vous êtes prêt à coopérer avec les lois de la vie. L'inertie est interprétée comme de l'indécision, et la vie ne se presse pas d'aider ceux qui ne bougent pas. Par conséquent, la matinée ne peut pas se terminer par la contemplation. Elle doit culminer dans l'exécution. Une action spécifique, mesurable, directement liée à votre objectif principal de la journée. Elle n'a pas besoin d'être grandiose, mais elle doit être réelle. Un appel téléphonique reporté, une proposition à envoyer, une décision qui a été évitée. C'est à ce moment que l'identité commence à changer. Lorsque vous exécutez quelque chose d'important avant midi, quelque chose de puissant se produit intérieurement. Vous brisez le schéma de la procrastination. Vous vous prouvez que vous ne dépendez pas de la motivation externe. Et cette preuve vaut plus que n'importe quelle affirmation positive. La confiance en soi naît de la preuve, pas du discours. J'ai observé cela chez des personnes qui ont complètement transformé leur vie. Elles n'ont pas commencé par de grandes victoires. Elles ont commencé par de petites actions cohérentes, prises tôt dans la journée. Avec le temps, ces actions se sont accumulées, et ce qui semblait petit au début est devenu irréversible. Il y a un défi silencieux ici, bien que peu l'acceptent. Agir chaque jour, même sans en avoir envie, même sans applaudissements, même si le résultat n'est pas encore apparu. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Et c'est exactement pourquoi la minorité prospère. La discipline quotidienne construit un caractère que le hasard ne peut renverser. Quand l'action devient habitude, le destin change de direction. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus ferme. Et la fermeté est le fondement de toute réussite durable. La transformation ne se produit pas au moment de l'inspiration. Elle se produit au moment où vous vous levez et faites ce que vous avez décidé de faire, sans négocier avec la peur. C'est à cet instant que la vie commence à répondre. Votre vie ne change pas lorsque les circonstances changent. Elle change lorsque vous changez la façon dont vous commencez votre journée. Les premières décisions, les premières pensées, la première action, c'est là que le destin commence à s'écrire. Ce n'est pas de la force brute, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un miracle aléatoire, c'est l'alignement. Lorsque l'esprit, le corps et le but se dirigent dans la même direction dès le matin, le reste de la journée commence à obéir, et cela ne se produit pas d'un coup. Cela se fait étape par étape. Aujourd'hui, vous comprenez quelque chose que vous auriez pu ignorer hier. Demain, si vous continuez, vous serez au moins 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Et ce petit avancement quotidien maintenu dans le temps est ce qui construit des vies extraordinaires. Je l'ai vu trop de fois pour en douter. Si cette vidéo a résonné en vous, ne la gardez pas pour vous. Il y a des gens autour de vous qui se réveillent chaque jour sans direction, sans espoir, sans savoir par où commencer. Partagez-la. Parfois, une seule idée arrive exactement quand quelqu'un en a le plus besoin. Si ce contenu vous a aidé, chaque seconde que vous y avez consacrée en valait la peine. Et si vous voulez soutenir ce travail, laissez votre appréciation enregistrée et aidez la chaîne à atteindre plus de personnes en quête de croissance réelle. Ce geste fait la différence. En faisant partie de la communauté, vous obtenez un accès prioritaire au contenu, des sorties anticipées, et vous vous rapprochez de ceux qui ont choisi d'évoluer consciemment. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Là, nous franchirons une nouvelle étape dans la construction de cet esprit fort et discipliné, aligné sur la prospérité. D'ici là, souvenez-vous, le succès commence lorsque vous décidez d'arrêter de vivre en pilote automatique.